À 3h17 du matin, dans les profondeurs du centre de commandement des gardiens de la Révolution islamique, une série d'alertes rouges s'alluma simultanément sur les écrans de surveillance. En quelques secondes, sans un mot prononcé, l'ordre de décollage fut transmis dans un silence absolu. Dans le détroit d'Ormuz, la tension venait de franchir un nouveau seuil. Plusieurs navires américains et plateformes de surveillance commençaient à signaler des perturbations massives de leur GPS. Leur système de navigation dérivait progressivement de leur trajectoire réelle. En quelques minutes, les analystes confirmèrent ce que beaucoup redoutaient. Il s'agissait d'une campagne d'interférence coordonnée, délibérée et d'une précision inquiétante. Des drones de surveillance de type MQ Forcé Triton, opérant à haute altitude, combinèrent leurs données avec celles des chasseurs F-35C déployés au large. Grâce à leurs capteurs électromagnétiques passifs, ils triangulèrent rapidement la source des perturbations, quelque part près de l'île de Keshm. Encastré dans les falaises côtières, un complexe souterrain fut identifié, le centre névralgique des drones et de la guerre électronique des gardiens de la Révolution. Les Américains lui donnèrent le nom de code « Joyau précieux ». À 3h20, un pétrolier allié manqua de s'échouer à cause des signaux falsifiés. Le commandement central américain autorisa immédiatement la neutralisation de joyaux précieux. Sous les eaux de la mer d'Arabie, un sous-marin de classe Virginia déploya une équipe de Navy Seals à bord de véhicules sous-marins discrets, les SDV, en direction de Keshm. Simultanément, le groupe de frappe aéronaval américain adopta une posture de soutien. Des avions de guerra electrònic EA-18G Growler se tindent prêts à intervenir tandis que des chasseurs F-18E Super Hornet sécurisent l'espace aérien environnant. À 3h31, alors que l'équipe progressait silencieusement dans les zones noires au sud de l'île, le réseau de radars côtiers et les caméras infrarouges des gardiens détectèrent des signaux inhabituels. La nature exacte de la menace restait indéterminée, mais les officiers de permanence relevèrent immédiatement le niveau d'alerte et lancèrent le drone de reconnaissance Ababil 3 qui patrouillait dans le secteur pour vérifier la zone suspecte. La Babil 3 balaya méthodiquement la surface de la mer avec ses capteurs électro-optiques et infrarouges. Il ne détecta aucune cible clairement identifiable, seulement des signatures thermiques intermittentes près du rivage. Pour éviter de laisser passer une menace potentielle, les commandants iraniens élargirent rapidement la zone de recherche. D'autres drones furent déployés depuis Keshm et Bandar Abbas pour surveiller les approches de l'île. Plusieurs drones kamikazes Shahed 136 furent également mis en l'air, prêts à frapper tout ce qui semblerait suspect. L'ampleur croissante de cette réponse indiquait clairement que les gardiens estimaient faire face à quelque chose de bien plus sérieux qu'un incident ordinaire. À 3h38, le MQ-4C Triton continuait de surveiller l'ensemble de l'activité aérienne iranienne depuis une altitude hors de portée de tout système de défense. Toutes les données collectées étaient transmises en temps réel au F-35C opérant au large. Grâce à leur système DAS et EOTS, ces chasseurs pouvaient distinguer des groupes individuels de drones volant à basse altitude dans le relief complexe de Keshm et suivre leur déplacement sans émettre le moindre signal radar. La situation bascula soudainement lorsqu'une partie de la formation de drones iraniens rompit brusquement sa trajectoire vers la flotte américaine. Au lieu de se diriger vers le large, ces appareils commencèrent à descendre, longeant les pentes montagneuses et la côte sud de l'île. Quelques minutes plus tard, les données consolidées du Triton et des F-35C révélèrent que ce groupe se dirigeait directement vers la zone de débarquement des Navy Seals. Le risque de compromettre l'opération entière devint immédiatement évident. Sans délai, les hélicoptères MH-60R Seahawk et les Super Hornet reçurent l'ordre d'intercepter d'urgence les drones iraniens avant qu'ils n'approchent suffisamment pour détecter les forces spéciales convergeant vers Joyau précieux. À 3h43, les drones iraniens qui venaient de changer de cap n'échappaient pas à la surveillance américaine. Mais les manœuvres constantes des MH-60R et des FA-18E pour les empêcher d'approcher la zone de débarquement eurent un effet non voulu. Elles signalèrent aux gardiens de la Révolution que les Américains protégeaient une zone précise et non l'ensemble des eaux autour de Keshm. Pour les commandants iraniens, c'était le signe qu'une cible de haute valeur se trouvait à proximité de l'île. Les gardiens activèrent immédiatement l'intégralité de leur réseau de guerre électronique à Keshm et Bandar Abbas, provoquant des interférences massives sur les liaisons GPS, les liaisons de données et les communications satellitaires. Comprenant que l'Iran cherchait à prendre le contrôle du spectre électromagnétique, les EA-18G Growler entrèrent en action depuis l'extérieur de la zone de danger. Ils utilisèrent leurs brouilleurs de nouvelle génération pour concentrer leurs effets sur les émetteurs clés des gardiens, déclenchant une confrontation électronique intense entre les deux camps. Chaque fois que l'Iran changeait de fréquence ou de méthode de brouillage, les Growlers s'adaptaient pour maintenir le réseau de combat américain opérationnel. Le MQ-4C Triton, positionné hors de la zone de brouillage la plus dense, continuait de fournir des renseignements sur les activités des drones iraniens et des stations électroniques.
Ces données étaient transmises au F-35C, où le système de fusion de capteurs recoupait en permanence les informations de sources multiples pour filtrer les faux objectifs et maintenir une image fiable du champ de bataille. Les minutes s'égrenèrent sans qu'aucun des deux camps ne prenne l'avantage dans cette guerre électronique. L'Iran continuait d'élargir ses opérations de brouillage, tandis que les Growler et les F-35C répondaient sans relâche pour maintenir un couloir sécurisé. Pendant ce temps, l'équipe de SEALs se rapprochait silencieusement de joyaux précieux, utilisant le chaos dans les airs pour masquer leur approche finale. Mais le temps pressait. Lorsque les commandants américains consultèrent l'horloge de mission, un chiffre alarmant apparut sur l'écran. Il restait moins de 90 minutes avant que le ciel à l'est commence à pâlir. Tandis que l'affrontement électronique se poursuivait en surface, une autre menace se développait silencieusement sous l'eau. Plusieurs heures auparavant, 2 sous-marins miniatures de classe Gadir s'étaient positionnés en embuscade dans les eaux peu profondes autour de Keshm, prêts à attaquer les forces spéciales américaines. À 3h53, l'un des 2 Gadir commença à détecter des signaux inhabituels au large de la côte sud de l'île. Les données sonars n'étaient pas encore suffisamment claires pour confirmer la cible, mais le commandant du sous-marin soupçonnait qu'il s'agissait d'une partie de la force de soutien de l'opération américaine. Après quelques minutes d'observation, le Gadir fit feu. Une torpille quitta son tube, se dirigeant directement vers la zone suspecte. Une alerte s'afficha immédiatement dans le système de combat américain. Les hélicoptères MH-60R Seahawk, opéra au large, basculèrent en urgence vers une mission de lutte anti-sous-marine, déployant des sonars pour localiser le sous-marin ennemi tout en mettant en œuvre des contre-mesures pour détourner la torpille. À quelques instants de son impact, la torpille perdit son accrochage et s'écarta de la zone. Tactiquement, l'Iran n'avait touché aucune cible, mais l'attaque avait complètement exposé la zone de soutien et de récupération des SEALs. Sans autre option, le sous-marin de classe Virginia fut contraint d'abandonner le plan de récupération initial et de manœuvrer vers un point de rendez-vous secondaire plus éloigné. Cela signifiait que l'équipe devrait allonger son itinéraire de repli si elle menait la mission à bien, et ce, tandis que l'Iran resserrait son étau autour de l'île. La situation se dégrada encore davantage lorsque le MQ-4C Triton détecta une nouvelle manœuvre iranienne. Depuis Bandar Abbas, des dizaines de vedettes rapides des gardiens de la Révolution quittèrent le port à grande vitesse, se dirigeant simultanément vers la zone de combat. Sur les écrans de surveillance américains, ces signaux se consolidèrent rapidement en une importante force de réaction fonquant droit sur Keshm. La traque n'était plus confinée aux airs ou aux profondeurs. L'Iran déployait des forces supplémentaires au moment précis où l'opération entrait dans sa phase la plus dangereuse. À 4h10, après que le premier point de récupération américain eut été compromis et que les vedettes rapides eurent quitté Bandar Abbas, les gardiens conclurent qu'une opération spéciale était en cours autour de Keshm. Ils basculèrent immédiatement vers une contre-attaque à grande échelle pour empêcher la cible de disparaître dans l'obscurité du détroit d'Ormuz. En quelques minutes, des drones kamikazes supplémentaires furent lancés. Des dizaines de vedettes rapides sortirent du port à toute allure. Les radars de surveillance encore opérationnels autour de Keshm et de Bandar Abbas passèrent simultanément en mode de recherche active pour traquer tout signe d'intrusion. Du côté américain, les données en temps réel du MQ-4C Triton, des hélicoptères MH-60R et du réseau de destroyers Aegis étaient intégrées en permanence et transmises au F-35C où le système de fusion de capteurs traitait l'ensemble du flux d'informations pour créer une image unifiée du champ de bataille. Les commandants pouvaient ainsi surveiller simultanément les drones, les vedettes rapides et les clusters radars iraniens qui évoluaient de minute en minute. Pour garantir un couloir sécurisé à l'équipe de SEALs approchant de l'objectif, les OA-18G Growler concentrèrent leur brouillage sur les radars d'alerte précoce les plus critiques des Gardia, neutralisant successivement chaque cluster et réduisant significativement la couverture de surveillance sur l'ensemble de la zone de Keshm. Mais alors que la situation semblait pencher en faveur des Américains, une nouvelle alerte apparut soudainement sur l'écran de données intégré des F-35C. À 4h18, dissimulé en profondeur près de la zone de joyaux précieux, un radar de secours fonctionnait encore de manière intermittente, avec des cycles d'émission courts mais extrêmement difficiles à détecter. Contrairement au système déjà brouillé, il ne maintenait pas d'émission continue. Il s'activait seulement par brèves impulsions pour surveiller les abords de l'objectif. C'était suffisant pour constituer une menace si ces capteurs détectaient le moindre signe anormal des forces en cours d'infiltration. À cet instant, le risque de voir toute l'opération compromise n'avait jamais été aussi tangible. Sans autre option, le EA-18G Growler dirigea toute la puissance de son brouilleur de nouvelle génération vers cette dernière cible. Pendant ce temps, au large de l'île, les hélicoptères MH-60R Seahawk, armés de missiles Hellfire et APKWS, coordonnèrent leurs actions avec les Super Hornets pour continuer à intercepter les vedettes rapides qui accéléraient vers la zone de combat.
des destroyers de classe Harley-Burke déployèrent des interceptions multidirectionnelles pour empêcher le périmètre extérieur d'être percé par les drones kamikazes qui se rapprochaient. L'affrontement ne dura que quelques minutes, mais il fut décisif pour l'ensemble de l'opération. Lorsque le signal du radar de secours disparut soudainement des écrans de surveillance, une vraie fenêtre d'aveuglement s'ouvrit directement au-dessus de joyaux précieux, la seule opportunité que l'équipe de SEALs pouvait exploiter pour s'infiltrer dans l'objectif. À 4h30, la brève fenêtre de surveillance créée par le Growler et les F-35C fut immédiatement saisie par l'équipe de SEALs pour franchir la dernière zone d'eau peu profonde avant d'approcher les falaises côtières de Keshm. Sous les vagues noires du détroit d'Ormuz, les SDV ralentirent, se fragmentèrent en petits groupes et longèrent le relief sous-marin pour éviter d'être détectés par les radars de surface ou les caméras infrarouges côtières. En atteignant l'entrée du complexe souterrain, les SEALs passèrent rapidement à la phase d'assaut rapprochée. Des charges directionnelles furent simultanément déployées en 3 points critiques: le centre de commandement des drones, le cluster de serveurs de falsification GPS et la salle de contrôle de la guerre électronique. Chaque emplacement fut déclenché en séquence rapprochée, garantissant que l'ensemble de la chaîne de commandement et de navigation des gardiens serait paralysé dans le même intervalle de temps. À 4h45, lorsque les signaux des minuteries se déclenchèrent simultanément, une série d'explosions déchira la structure souterraine creusée dans la paroi de la falaise. L'onde de choc se propagea, effondrant l'intégralité du système de commandement et de contrôle à l'intérieur de joyaux précieux. Le réseau de drones et de guerre électronique des gardiens de la Révolution dans le détroit d'Ormuz perdit presque instantanément toute connectivité. En surface, les stations radar auxiliaires commencèrent à dysfonctionner, puis s'éteignirent les unes après les autres sous l'effet de la surcharge. Immédiatement après avoir posé les charges, l'équipe des SEALs se retira selon l'itinéraire préétabli, rejoignant les eaux profondes où le sous-marin de classe Virginia attendait au point de rendez-vous secondaire. La récupération s'effectua dans un silence absolu, exploitant les interférences électromagnétiques résiduelles pour masquer leur repli. La force de réaction rapide des gardiens approcha de l'île de Keshm, mais ne trouva qu'un complexe souterrain entièrement détruit, avec de la fumée et des flammes s'élevant encore des parois rocheuses effondrées. Joyaux précieux, le centre de coordination des drones et de la guerre électronique le plus critique du détroit d'Ormuz, n'était plus opérationnel, laissant un vide de commandement prolongé sur l'ensemble de la zone d'opération. Ce qui frappe dans cette séquence, c'est la logique même du brouilleur de nouvelle génération. Il ne cherche pas à aveugler une zone entière de manière indiscriminée. Il courbe les signaux de façon sélective, en se concentrant précisément sur le radar ou le nœud de commandement le plus critique. Plutôt que de créer un blackout général, il génère des angles morts ciblés dans la chaîne de défense. Associé au EA-18G Growler et au F-35C Lightning II, le Growler assure le brouillage directionnel, tandis que le F-35C filtre et reconstruit l'image du champ de bataille, permettant aux forces américaines de maintenir une visibilité claire pendant que les données ennemies sont distordues. Le principe fondamental est celui de l'effet nœud vital. Un système de défense multicouche ne s'effondre pas sous l'effet d'une destruction généralisée, mais parce que la perte d'un seul maillon critique entraîne l'autodésintégration de toute la chaîne de surveillance et de réponse. Et c'est peut-être là la leçon la plus troublante de cette nuit dans le détroit d'Ormuz. Plus l'Iran élargissait ses efforts de brouillage, moins le Growler avait besoin d'agir. Il suffisait de verrouiller une seule cible pour faire sortir l'ensemble du réseau de son équilibre. On peut se demander, et la question mérite d'être posée honnêtement, si la supériorité technologique suffit toujours à justifier ce type d'opération, ou si chaque action de ce genre, aussi précise soit-elle, ne porte pas en elle le germe d'une escalade que personne ne maîtrise vraiment.